Pourquoi est-ce qu'un jeu sorti il y a plus de 15 ans peut parfois sembler plus beau, plus immersif que certains blockbusters d'aujourd'hui? C'est une question qui dérange parce que ça remet en cause tout ce qu'on nous vend comme révolution depuis des années. On nous promet à chaque nouvelle génération de consoles ou de cartes graphiques des mondes photoréalistes, des reflets incroyables, des détails qu'on n'a jamais vus auparavant, et pourtant quand on prend la manette en main, la magie disparaît vite. Oui, c'est beau, mais pas toujours mieux, et parfois c'est même moins agréable que des jeux bien plus anciens. Le plus troublant, c'est que malgré une technologie toujours plus puissante, certains jeux récents paraissent moins travaillés, moins cohérents et surtout beaucoup plus gourmands. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce la faute des développeurs? Est-ce la faute des consoles? Ou est-ce que quelqu'un d'autre tire les ficelles en coulisses? Chaque année, les géants de l'industrie nous bombardent avec leurs nouveaux mots-clés. Ray tracing, 4K, 8K, HDR, DLSS, tout est présenté comme une révolution. Les trailers sont spectaculaires, les pubs ressemblent à des vitrines futuristes, et nous promet une immersion jamais vue auparavant. Et c'est là que tout bascule. Quand on lance le jeu, la réalité est bien différente. Oui, certains effets sautent aux yeux, des reflets incroyablement réalistes sur une vitre, des ombres plus nettes, une lumière plus naturelle, mais dans l'ensemble, l'expérience n'est pas forcément meilleure. Parfois, elle est même plus lourde, moins fluide et étrangement moins agréable. Pour profiter de ces nouveautés, il faut souvent investir dans une machine hors de prix. Une carte graphique à plus de 1000 €, un processeur dernier cri, et malgré tout ça, beaucoup de jeux n'arrivent même pas à maintenir 60 images par seconde en ultra. C'est comme si tu achetais une voiture de course flambant neuve, mais qu'elle calait dès que tu roulais à 50 km/h. Et voilà où ça devient intéressant. La technologie ne sert pas toujours à améliorer réellement les jeux. Elle sert aussi et surtout à alimenter un cycle de consommation. Les fabricants de GPU collaborent étroitement avec certains studios pour intégrer des options spectaculaires mais gourmandes, qui forcent les joueurs à changer de matériel plus vite. L'objectif est simple, faire tourner les machines économiques, pas forcément créer les plus beaux mondes possibles. En fin de compte, la vraie question est là. Est-ce qu'on nous vend de véritables innovations, ou est-ce qu'on nous pousse surtout à acheter toujours plus de matériel, même quand les avancées visuelles sont minimes? En fait, la vraie beauté d'un jeu ne dépend pas seulement de la puissance brute, elle repose sur un autre facteur, la cohérence. Prenons Minecraft. Techniquement, c'est l'un des jeux les plus primitifs de son époque. Sorti en 2011, il ressemblait déjà à un jeu des années 90. Des cubes de partout, des textures pixelisées, des animations basiques, et pourtant des millions de joueurs l'ont trouvé beau et immersif. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait cohérent. Rien ne détonne. L'univers entier obéit aux mêmes règles visuelles. Et ça, personne ne s'y attendait. Même avec ses graphiques moches, Minecraft réussissait là où d'autres échouaient. C'est devenu encore plus parlant quand on compare ça à GTA San Andreas. En 2004, le jeu était déjà à la traîne graphiquement par rapport à ses concurrents. Mais encore une fois, tout était au même niveau. Les personnages, les décors, les voitures, tout baignait dans un esthétique uniforme. Résultat, même des graphismes objectivement faibles, l'immersion fonctionnait. Et puis est arrivé le remaster Definitive Edition. Ici, certaines textures sont détaillées, d'autres restent grossières, les personnages ressemblent à des jeux en plastique, tandis que l'éclairage est moderne. Résultat, un mélange incohérent, désagréable, presque ridicule. Et au lieu de sublimer le jeu original, ce remaster a détruit son identité visuelle. Cette logique ne date pas d'hier. On peut remonter jusqu'en 2004 avec le tout premier Far Cry. À l'époque, c'était une claque visuelle. Les forêts tropicales baignées de lumière, les plages paradisiaques, l'eau translucide. Tout semblait incroyable pour l'époque. Mais en réalité, tout n'était pas travaillé de la même manière. Certaines zones étaient magnifiques, mais d'autres paraissaient bâclées, avec des textures plates ou des modèles simplistes. Le détail que tout le monde a raté, c'est ce qui comptait vraiment. Ce n'était pas que le jeu soit uniformément beau, ce qui comptait, c'était l'impact des captures d'écran. Les images qui allaient circuler dans les magazines spécialisés, les publicités, et surtout au dos de la boîte de jeu. Et soudain, tout s'est accéléré. Avec l'arrivée d'internet, des trailers en ligne, ou plus tard des conférences géantes comme l'E3, la logique a pris encore plus de place. Il ne suffisait plus que le jeu soit beau, il fallait aussi qu'il fasse rêver dès les premières secondes d'une vidéo. Résultat, de nombreux studios ont commencé à privilégier des effets tape à l'œil. Et voilà où ça se complique. Cette tendance a entraîné une autre dérive, le fameux bullshot. Des images retouchées ou rendues en haute qualité spécialement pour la communication, mais qui n'avaient rien à voir avec le rendu final du jeu. Beaucoup de joueurs se sont fait piéger par ces promesses visuelles irréalistes et la déception était immense. Au fond, c'est à ce moment-là qu'une partie de l'industrie a compris que vendre du rêve pouvait suffire. Même si la réalité n'était pas à la hauteur, le marketing devenait roi et l'artistique passait au second plan. Heureusement, tout n'a pas toujours suivi cette pente. Il y a une véritable période dorée. Entre 2014 et 2016, dans cette année-là, on a vu naître des titres qui ont marqué durablement les joueurs. Uncharted 4, The Witcher 3, Horizon Zero Dawn ou encore Rise of the Tomb Raider. Personnellement, moi je parlais de The Elder Scrolls, Skyrim. Mais écoute ceci, ces jeux n'ont pas impressionné seulement grâce à leur technologie, ils ont marqué parce qu'ils étaient cohérents. Les artistes, les programmeurs et les designers travaillaient main dans la main pour créer un univers uniforme, où rien ne détonnait. Chaque texture, chaque personnage, chaque objet du décor respectait une logique esthétique claire. Résultat, pas de sensation de bricolage,
pas d'éléments qui jurent, mais une harmonie visuelle qui immerge le joueur du début à la fin. C'est devenu encore plus fou quand on réalise que ces titres tiennent encore aujourd'hui, près d'une décennie plus tard. Il suffit de relancer The Witcher 3 dans sa version d'origine, on voit qu'il n'a rien perdu de son charme. Uncharted 4, 8 ans après sa sortie, rivalise encore avec des blockbusters actuels. Et Horizon Zero Dawn, pourtant un jeu de lancement pour la PS4, continue de surprendre par son atmosphère et sa direction artistique. Pas besoin de mode, pas besoin de filtres, pas besoin de technologie 50, leur cohérence leur a permis de traverser le temps. Mais c'est pas tout, cette période nous enseigne une leçon essentielle. Quand la technologie est utilisée intelligemment, en service d'une vision artistique claire, elle ne vieillit pas. Ces jeux prouvent que la puissance brute ne fait pas tout. Ce qui reste gravé dans la mémoire des joueurs, ce n'est pas seulement le nombre de polygones, mais la façon dont chaque détail s'inscrit dans une œuvre globale. Et c'est alors que ceci est arrivé. Après 2018, cette approche a commencé à s'effacer. L'industrie est retombée dans ses travers en mettant en avant des effets spectaculaires au détriment de cette fameuse cohérence qui faisait toute la différence. À partir de 2018, un nouveau mot magique a envahi l'industrie, le ray tracing. Présenté comme une révolution graphique, il promettait des reflets réalistes, une lumière plus naturelle, une immersion jamais vue auparavant. Les trailers étaient bluffants, chaque surface devenait un miroir, chaque ombre semblait vivante. Aussi impressionnant que soit le ray tracing en théorie, il ne rend pas forcément un jeu plus agréable à regarder en pratique. Parce que si les textures sont bâclées, si les modèles 3D sont approximatifs, ou si les animations restent rigides, alors ces reflets ultra réalistes ne font que souligner les faiblesses du reste. Le contraste saute aux yeux, et au lieu d'améliorer l'expérience, il casse l'illusion. Mais ce n'est pas tout. Le ray tracing est aussi terriblement gourmand. Pour l'activer, il faut une carte graphique dernier cri, parfois à plus de 1200 €. Et même avec ça, les performances chutent brutalement. Tu te retrouves avec un jeu magnifique sur les screenshots, mais injouable en conditions réelles. Et devine quoi, les studios le savent très bien. Et le plus choquant, c'est que certains développeurs ont même commencé à créer des environnements artificiellement brillants, remplis de vitres, de flaques d'eau et de surfaces réfléchissantes, uniquement pour montrer l'effet du ray tracing dans les trailers. Incroyable mais vrai, au lieu de servir l'immersion du joueur, la technologie est parfois utilisée comme un simple outil marketing. Et c'est devenu encore plus fou quand les fabricants de GPU se sont mis de la partie. Plus la technologie est lourde, plus elle pousse les joueurs à acheter une nouvelle carte graphique. Et crois-moi, ce n'est pas un hasard. Derrière l'argument avancé technologique, il y avait surtout une logique commerciale bien huilée. C'est là que tout bascule. Les studios ont commencé à collaborer étroitement avec les constructeurs de cartes graphiques. Leur objectif, pas toujours de créer les jeux les plus beaux ou les plus optimisés, mais plutôt pousser les configurations à leurs limites, afin de donner une raison aux joueurs de passer à la génération suivante. Et le pire, c'est que cette stratégie fonctionne. Beaucoup se sentent obligés de changer de matériel, même quand les gains visuels sont minimes. Pendant longtemps, l'accusé principal, c'était les consoles. Beaucoup de joueurs disaient « si les graphismes stagnent, c'est de leur faute, elles sont trop limitées, elles freinent tout le reste ». C'est l'argument classique, presque une évidence pour certains. Mais en réalité, les consoles ont souvent donné naissance à certains des jeux les plus beaux et les plus marquants de toute l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'elles imposent des limites claires. Les studios doivent optimiser chaque détail, trouver des astuces, tirer le maximum d'une puissance définie à l'avance. Résultat, des perles comme God of War, Red Dead Redemption 2 ou encore The Last of Us Partie 2, des titres qui tournent sur du hardware fixe mais qui parviennent à rivaliser avec ce que les PC les plus puissants sont capables d'offrir. Mais le plus choquant, c'est que quand on tourne vers le PC, l'histoire est bien différente. C'est devenu encore plus fou quand on regarde du côté de l'alliance entre certains studios et les fabricants de GPU. Leur objectif, pas forcément de créer les jeux uniformément beaux, stables et optimisés, mais plutôt de pousser les configurations à bout, de multiplier les besoins matériels et d'imposer des configurations minimales absurdes. Tout ça pour donner l'excuse aux joueurs de changer de matériel. Et ça, personne n'y s'y attendait. Au lieu d'une véritable progression visuelle, on se retrouve avec des jeux toujours plus lourds, mais pas forcément plus impressionnants. Les graphismes fondus sur place, alors que les fiches techniques explosent. Le plus troublant, c'est que c'est pas seulement une question technique, c'est une logique commerciale bien huilée. Plus les joueurs achètent de nouvelles cartes graphiques, plus l'industrie GPU engrange. Et tant pis si les joueurs doivent dépenser 1000, 2000 ou plus pour tourner un jeu qui visuellement n'est pas si différent de ceux qu'il y a 10 ans. Alors pourquoi les graphismes se dégradent-ils ? Parce que l'essentiel a été oublié. La beauté d'un jeu ne se mesure pas à coup de ray tracing ou de texture 8K. Elle repose sur une vision artistique cohérente, sur une uniformité qui englobe tout. Les personnages, les décors, la lumière, les animations. C'est devenu pire quand la logique a été remplacée par le marketing. On ne développe plus un jeu pour qu'il soit cohérent et immersif, mais pour qu'il génère des captures d'écran spectaculaires, qu'il fasse vendre du matériel, qu'il donne une impression de nouveauté, même si en profondeur, rien n'a changé. Si nous récompensons les jeux qui privilégient l'artistique plutôt que la poudre aux yeux, si nous valorisons la cohérence plutôt que les effets clinquants, alors l'industrie suivra. Alors je vous pose la question, préférez-vous un jeu imparfait techniquement, mais cohérent comme Minecraft ou Saint Andreas, ou un jeu bourré d'effets spectaculaires, mais qui perd son âme en route ? Dites-le moi en commentaire, parce qu'au fond, c'est peut-être nous, les joueurs, qui pouvons encore influencer l'avenir des graphismes dans le jeu vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonneront et qui prendront le temps de laisser un commentaire. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Et si vous voulez gagner de l'argent en testant des jeux, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site dans la description Free Cash. N'hésitez pas aussi à jeter un œil
à notre vidéo YouTube d'avis sur FreeCash qui s'affiche juste ici. Mettez la vidéo sur pause pour écrire un commentaire, je les lis tous, et surtout, bon jeu à tous.